Salam alaikum, Azul, bonsoir. L'été est généralement une sorte de trêve sociale où tous les antagonismes sont mis de côté dans l'attente de la reprise sociale après l'été. Une sorte de vacances, de léthargie sociale, comme si les chaleurs et l'ambiance des congés faisaient s'assoupir les ardeurs revendicatrices. Et c'est le cas en Algérie aussi, où les conflits sociaux semblent s'être mis en stand-by. Sauf que, pour l'observateur averti, ce n'est vraiment que partie remise. La crise aidant, les spéculations vont bon train, chacun y allant de ses propres prévisions, Cassandre à tous les étages. Pessimisme donc, même si le climat social est relativement apaisé. Apaisé comme un orage qui se ramasse, qui roule et menace. Et de fait, la menace d'une détérioration du climat social est très sérieuse. La crise économique d'envergure qui se profilait à l'horizon est déjà là. Le marché commence à s'en ressentir. Et les clivages se creusent à vue d'œil entre une grande strate sociale qui s'enfonce dans la pauvreté, chaque jour un peu plus, et une société moyenne qui se réduit en peau de chagrin. Fini la récré et la grande zerda. Fini les importations sont comptées. Fini la consommation débridée. Fini les rôles de satisfaction de ces millions d'alliés naturels du régime qui n'avaient jamais espéré un tel gueuleton, qui n'avaient jamais osé rêver d'une telle débauche d'argent et d'étalage en tout genre. Le crash est pour demain. Et aucun discours, ni aucune promesse ne pourront le différer, ni aucun palliatif cosmétique. Ce n'est pas en changeant de gouvernement avec quasiment les mêmes que le régime pourrait conjurer l'inéluctable réveil de la société. L'inéluctable et très douloureux réveil de la société. Et encore moins la grosse gueule de bois de tous ceux qui pensaient naïvement qu'une prospérité aussi factice que celle que le pays a connue pourrait s'éterniser. Un pays ne peut pas être riche de ses seules ressources hydrocarbures qu'on dépense sans compter. A fortiori, s'il ne réinvestit pas ces mêmes ressources dans des dynamiques de création de richesse, de valorisation, des potentialités, de perfectionnement des capacités existantes, de lutte contre la corruption, d'amélioration du système politique, des réajustements, des grands équilibres macroéconomiques, etc., etc. Il n'en a rien été chez nous. Gaspillage de près de 900 milliards de dollars en 20 ans pour anesthésier les masses encore plus qu'elles ne l'étaient, pour les empêcher de voir que le pays est sous coupe réglée, que ses richesses sont accaparées par un système qui a fini par devenir quasiment mafieux. Un régime qui a compris, ou qui avait compris, qu'il ne pouvait se livrer à un tel pillage que s'il se ménageait des millions d'alliés naturels autour de lui. Et c'est ce qu'il fit. À des niveaux divers, il put ainsi se ménager des millions d'alliés naturels, qui se retrouvèrent ainsi dans un pays de cocagne, chacun selon sa propre vision de la prospérité, depuis le parkinger et le plagiste jusqu'aux constructeurs, aux faux constructeurs de voitures ou au capitaine d'industrie marron qui a réussi à se ménager des milliards de dollars là-bas, dans ses comptes de là-bas, en les exfiltrant d'Algérie par le fameux jeu de la surfacturation. C'est cette grosse catégorie sociale d'alliés naturels, aussi hétéroclite qu'elle est interlope, qui est sourde et aveugle à son propre devenir, qui ne sait pas que la bulle va crever
et qu'il ne restera rien de l'abondance d'hier, du moins pour les gagnés petits. C'est cette grande catégorie sociale interlope et très hybride qui va sentir le changement en premier lieu. Parce que les pauvres ne sentiront pas grand-chose puisqu'ils étaient déjà pauvres. Je ne veux rien noircir du tout, mais les faits sont têtus et l'objet tombe toujours du côté où il penche. Demain sera très dur et demain est très proche. Aujourd'hui. El Watan, son passage à la tête du ministère de l'Industrie de plus en plus décrié. Abdesalem Bouchouareb dans le collimateur, par Majid Makedi. Le matin d'Algérie, projet bloqué de Cévital. Le comité de soutien organisera une marche lundi à Béjaïa, par la rédaction. El Watan, parti pour la laïcité et la démocratie. Été 2017, la dernière récré. Et nous aurons pour en parler sur le plateau Azedine Zalani, juriste et analyste politique. Depuis Alger, le journaliste et historien Montassar Oubatron et l'ex-fonctionnaire international à la retraite Borhan Messir. Malheureusement, comme il se passe parfois dans les directs, ce sont les aléas du direct, comme on dit, en termes consacrés. Il se trouve que mon invité sur le plateau a été retenu ou retardé dans le métro et qu'il y a un petit problème de téléphone avec mes deux invités. Voilà, donc il va falloir que je tienne le crachoir pendant quelque temps, le temps qu'ils me rejoignent. Alors, pour résumer, en attendant que nos invités arrivent, c'est l'été. Généralement, donc l'été, ça se calme un peu. Les climats sociaux s'apaisent un tant soit peu, pas seulement à cause des vacances, puisque la grande majorité, pour ne pas dire l'immense majorité des Algériens ne partent pas en vacances, contrairement à ce qu'on croit. Malgré le nombre d'Algériens qui partent en Tunisie, 2 millions l'année passée, qui partent un peu aux quatre coins du monde, Turquie, Maroc, mais qui n'excèdent pas en tout et pour tout les 4 millions d'Algériens. En tout. Tous ceux qui partent en vacances. Et donc sur 4 millions, sur 40 millions, c'est 10% d'Algériens seulement qui peuvent se permettre des vacances, contrairement d'abord à la grande masse des retraités qui vivent presque misérablement, à la grande masse des chômeurs, contrairement à ce qu'on dit, qui dépassent les 30% de la population. Ce n'est pas les 10% avancés par M. Tebboune, chiffre ridicule. Le chômage en Algérie dépasse les 30% et les femmes au foyer ne sont pas décomptées. Et donc, voilà, c'est l'été malgré tout, donc ça se calme, je ne sais pas pourquoi, mais la société gronde. Et il semble bien, selon l'avis de nombreux observateurs, que cet été-là sera la dernière récréation du régime. Parce que là, le régime n'a plus les moyens de sa politique, rappelons-le, qui consiste à seulement anesthésier les foules, comme il dit, à se ménager des alliés naturels par millions, à les faire bouffer, tout simplement, pour pouvoir piller et saccager le pays sans être contesté. Nous venons d'être rejoints par l'Arbi Zouaimia des USA. Marhaba bik, c'est l'Arbi Zouaimia. اهلا سي بن شنوف صحة عيد كازول فلاك. Azul Villak, merci d'être avec nous. Vous nous sauvez la vie, l'Arbi Zouaimia, vous venez à la rescousse donc. Alors, Arbi Zouaimia, cet été-là, comme la plupart des étés, il n'y a pas réellement de mouvements sociaux, à part Abjaïa qui semble dans l'affaire arabe contre le port de Bjaïa, mais sinon, et Sonelgaz Abjaïa aussi. Mais sinon, grosso modo, il n'y a quasiment pas de mouvement social à l'horizon. Or, contrairement à ce qui semble, il y a un véritable malaise, là, potentiel, qui attend très vraisemblablement la rentrée pour pouvoir s'exprimer.
Qu'est-ce que vous en pensez, l'Arabie Zouémia? Oui, bien sûr. Je pense que votre topo est vraisemblable, oui. Certainement, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle la lassitude sociale pour enclencher peut-être le coup final, il me semble, parce que le gouvernement n'a pas les moyens. C'est-à-dire, essentiellement, c'est-à-dire, si on veut parler en matière de point d'orgue, c'est-à-dire, c'est quoi la réponse à cet état-là? Le gouvernement, il est en train de passer à côté, même s'il est incapable de donner des réponses, parce que justement, il s'agit actuellement des fondements économiques du pays qui sont vraiment mis en capillotage. C'est-à-dire la réponse, ce n'est pas un toilettage par rapport à la dépense publique, rationaliser la dépense, je ne sais pas, aller un petit peu ce qu'on appelle des améliorations en matière d'impôts, peut-être essayer un petit peu de recanaliser les transferts sociaux, mais ça, ce n'est pas la réponse. Pour faire décoller le pays, c'est très difficile, c'est très complexe, c'est une situation très complexe parce que le pays tout entier a été aiguillé vers une logique et cette logique-là a fait en sorte à ce qu'il est gangréné, complètement gangréné par une mafia qui est représentée par un président et sa cour. Ça, c'est l'explication. Mais l'Arabie Zouémia, en l'état où nous nous trouvons en ce moment, vous pensez qu'il est possible de faire redécoller ce pays? Vous pensez que les moyens pourraient être là et les hommes aussi, les politiques aussi, pour faire, après avoir saccagé ce pays à un point quasiment inimaginable pour qui ne le connaît pas, vous pensez que nous pourrions le redresser, le permettre de revenir à la vie et d'avancer? C'est la question justement pertinente qu'il faut poser à chaque fois, qui est la plus simple. Peut-on-nous redresser ce pays? C'est très compliqué, c'est très complexe, parce que tout simplement, nous sommes arrivés à un stade de pourrissement qui est unique au monde. Moi, je pense que premièrement, il faut que ces gens-là déguerpissent. C'est-à-dire, au moins, on constate de visu que ces gens-là, avec leur philosophie, avec leur façon de faire, avec leur mentalité, disparaissent, quittent. L'autre action qu'il faut faire, c'est vraiment une contre-offensive sur tous les plans où tous les moyens ont été mobilisés, mais justement, la substantifique moelle de ces actions-là réside dans l'attaque de la rente et de la corruption. Si vous n'arrivez pas à terrasser la corruption et la rente, vous ne pouvez pas appeler les gens à un effort collectif, parce que effectivement, l'Algérie est devenue un pays complètement à l'arrêt. Il est à l'arrêt. Et ça, c'est une réalité. Il est à l'arrêt, il est en train de puiser ce qu'il a épargné. C'est ça l'équation. Et l'équation, elle est très simple. Il y a déjà un Premier ministre qui est parti et qui est en train de se moquer de nous, Hachek. Ensuite, il y a quelqu'un qui est ramené du congélateur qui dit n'importe quoi. Qui dit n'importe quoi en matière de réponse aux vraies questions qui se posent actuellement et que c'est un pays qui produit rien. Il n'y a pas de flux financier étranger qui vient. Il n'y a pas d'un investissement productif. Il n'y a pas un emploi. Il n'y a pas des entreprises. Il n'y a pas de partenariat, c'est-à-dire à la rigueur internationale. Il n'y a pas de délocalisation d'entreprises qui viennent chez nous à la rigueur dans le cadre du partenariat. Il y a un redéploiement d'une mafia qui est allée fabriquer des voitures. Donc, moi, je considère fabriquer, c'est trop dire, monter, disons. Assembler. Même pas, c'est rajouter peut-être de l'azote au pneu ou rajouter l'air. C'est ça, c'est cette figure-là. Nous faisons face, c'est une mafia qui est en train de diriger le pays. Restez avec nous, l'Arabie Zouémia, je reviens à vous. Borhan Messir est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Borhan Messir. Bonsoir, M. Benchenouf. Bonsoir à vos invités et à tous les téléspectateurs d'Al Magharibia. C'est moi qui vous remercie, M. Benchenouf. Merci. Alors, Borhan Messir, ce régime, depuis 62, c'est pas nouveau. Ça veut dire qu'il ne faut pas tout coller à Bouteflika. Et à ceux qui sont autour de lui et à ceux qui règnent aujourd'hui en son nom et lieu. Depuis 62, ce régime a toujours réussi à anesthésier les Algériens du temps de Boumediene, à leur faire croire qu'ils travaillaient. En fait, ils ne travaillaient pas. En fait, ils croyaient travailler dans des usines qui ne produisaient rien, qui étaient subventionnées, qui étaient toutes presque déficitaires. Il n'y avait que Sonatrach qui faisait des bénéfices. Mais là, depuis Bouteflika, ils ont passé un cap. Ça veut dire qu'ils sont mis à anesthésier une grosse partie de la société algérienne, quelques millions,
il faut le dire, hein, quelques millions, qui du jour au lendemain se sont retrouvés, pour certains, milliardaires, pour certains millionnaires en dollars, pour d'autres 3-4 voitures par foyer, 2-3 logements, des gens se sont mis à parler à coups de milliards, des gens se sont mis à dépenser, des voitures très chères qui ont commencé à circuler, tout le monde construisait des maisons à 5 étages, et je passe. Mais tout ça, toute cette prospérité n'était que factice. Elle n'était que le produit d'une distribution, j'allais dire intelligente, de la rente, enfin intelligente pour le régime, qui a réussi à se ménager des alliés naturels pour le protéger, pour lui permettre de piller le pays d'une façon autrement plus magistrale, à coût de milliards de dollars. Et je rappelle qu'aujourd'hui, il est quasiment établi que depuis que Bouteflika est là, ce régime a dépensé exactement 900 milliards de dollars. Et il reste 100 milliards de dollars en réserve de change. Or, Burhan Messir, aujourd'hui, il n'y a plus cet argent pour pouvoir anesthésier les gens. Et il sera très difficile de dire aux gens « Ah, messieurs, dames, excusez-nous, il n'est plus possible de vous anesthésier. Il faudra que vous vous serriez la ceinture. » Et comment vous serrez la ceinture? À votre avis, cet été, sera-t-il réellement la dernière récréation du régime algérien? En fait, la récréation a sonné depuis un bon bout de temps, depuis longtemps maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on se retrouve dans une situation où on doit se réveiller et le réveil sera brutal. Les effets de l'anesthésie ont disparu. Maintenant, la première étape qui était là, comme vous l'avez bien expliqué, la distribution de la rente, maintenant, la première étape est passée, donc on n'arrive plus à distribuer quoi que ce soit. Nous passons à la deuxième étape, qui est celle, la deuxième étape, qui est celle du populisme et de promettre ce qui est impossible à réaliser. Le réveil sera très dur. L'été, c'est vrai que l'été, généralement les étés sont des étés plus ou moins, du moins c'est une période estivale où les gens vaquent à leur occupation parce qu'ils essayent de se reposer, ils essayent d'oublier la situation. C'est vrai que les pouvoirs publics actuellement, en cette période estivale, ont bénéficié d'un état de grâce qui dure depuis le mois de Ramadan. Depuis le mois de Ramadan, il faut reconnaître une chose, les prix à la consommation ont vraiment baissé et ça fait belle lurette, cela n'a pas eu lieu. Maintenant, le vrai problème, maintenant, c'est pas l'été, c'est pas le septembre, le mois de septembre, c'est pas 2017, c'est 2019. Le problème, l'Algérie maintenant doit vivre au-delà de l'année 2019 ou bien avant. Le problème, ce n'est pas la crise en elle-même, il y a une vraie crise maintenant. La crise ne fait vraiment pas peur. Elle fait peur dans un seul sens. Parce que quand vous êtes en face d'une crise, vous devez élaborer les conditions idoines pour passer au-delà de cette crise. Et ça passe par un programme, par une stratégie, par une vision lointaine assez solide. Bien sûr, aidé en cela par une situation financière, des ressources humaines très compétentes et bien évidemment l'adhésion de la partie civile, de la société civile qui est la population. Or, il s'avère, regardez le plan d'action, soi-disant un plan d'action qui a été présenté au niveau de l'APN qui est censé juguler une crise multidimensionnelle. Regardez bien le contenu de ce programme d'action. Il ne parle d'aucun détail précis, il n'y a même pas un chronogramme d'exécution des actions. C'est-à-dire, il n'y a que des promesses, nous allons renforcer, nous allons faire, c'est pas ce qu'il faut. Maintenant, ce programme-là, il doit être appuyé par une situation financière, par une rente, comme vous l'avez dit, assez importante. Or, les ressources financières du pays s'amenuisent d'année en année. Maintenant, est-ce que ces pouvoirs publics peuvent plus ou moins céder de leurs véritables ressources humaines? Or, il s'avère depuis des années, la véritable ressource humaine, l'intelligentsia algérienne, l'élite algérienne, a été chassée du pays. Et celle qui est restée a été écartée et certaines élites ont même précipité leur départ à la retraite. Prenez maintenant par rapport à un troisième appui qui est la société civile. Il n'y a plus de confiance entre la population et le pouvoir actuel. Les élections de mai 2017, le cadre législatif de mai 2017, ont plus ou moins donné une leçon que le pouvoir n'a pas compris. Le plan d'action du gouvernement ne s'appuie pas sur cette réaction brutale de la population qui est allée voter à peine à 10%, sans parler bien évidemment des bulletins nuls et des bulletins blancs. Et comme j'essaie de voir M. Tebboune, qui était à la tête du ministère de l'Habitat, qui est actuellement Premier ministre, à la tête du ministère de l'Habitat en 2002, quand le
fameux programme de l'ADL a été lancé. Il était question concernant le programme 1 et 2 de 55 000 logements. C'est-à-dire là, je suis en train de dire que ce n'est pas ce gouvernement-là qui va régler le problème. Alors ce monsieur était à la tête d'un département où il devait donner, il devait distribuer 55 000 logements. Jusqu'à présent, soit presque 16 ans après, les gens n'ont toujours pas récupéré leur logement. Depuis 16 ans qu'ils attendent leur logement. Alors ce ministre est revenu en 2015 en tant que ministre de l'Habitat. Qu'est-ce qu'il a été fait? Il n'y a que des promesses. Les entreprises... Justement, Brahim Messir, vous faites très bien de mettre le doigt sur un point très, très intéressant. Quand vous parlez du plan d'action du gouvernement, présenté par M. Tebboune devant le Parlement et le Sénat, justement, quand on imagine l'ampleur des dégâts, l'ampleur des défis qui attendent ce gouvernement qui, rappelons-le, n'a été qu'un remaniement cosmétique, hein, puisque ce sont les mêmes qui ont été reconduits quasiment, à part quelques-uns. Et donc, M. Tebboune, au lieu de prendre le taureau par les cornes et de nous annoncer de véritables mesures, parce qu'il va y avoir des mesures, nous le savons très bien, il va y avoir des mesures d'austérité drastiques, très dures, très brutales, très douloureuses. Au lieu de les annoncer, il nous annonce un plan, celui dont vous venez de parler, qui est complètement hallucinant. Il parle par exemple de renforcement de l'état de droit, de la sauvegarde des acquis sociaux. Alors tenez-vous bien, du soutien à l'économie algérienne. Soutien, ça veut dire un gouvernement qui est là dans le plan et de soutenir l'économie algérienne. Ou alors encore mieux, et tenez-vous bien et attachez vos ceintures, M. Tebboune dans son plan parle, écoutez-moi bien, de soutien à la politique extérieure algérienne. Ça veut dire, on dirait que ces gens-là ne savent même plus faire diversion. Brahim Messir, ils nous annoncent des choses qui n'ont aucun sens. C'est clair, maintenant, toutes les propositions sont vagues. Et là, il faut comprendre, c'est-à-dire que quelqu'un, quand il essaye de lire de très loin la politique actuelle du gouvernement, c'est gérer le temps. C'est-à-dire essayer de maintenir, d'éloigner au maximum le fameux clash. Donc essayer de gérer jusqu'à 2018, jusqu'à 2019, au maximum en promettant moins ces merveilles. Comme je sais pas, vous venez de parler de 900 milliards. Moi, je prends le cas de M. Saïdani quand il était SG du FLN. Il avait parlé à l'époque que grâce à Chekib Khalil, l'Algérie a engrangé quelques 1500 milliards de dollars. Là, 900 milliards, je ne sais pas, il y a certains qui parlent de 800 milliards, certains de 2000 milliards. Quand vous avez un chef du gouvernement, un premier ministre qui est censé régler cette crise et qui vous dit devant l'APN, c'est-à-dire entre guillemets devant les représentants du peuple, que toutes les statistiques sur lesquelles nous nous basons sont fausses. Alors, d'un côté, vous n'avez pas un ministère de l'économie, d'un autre côté, vous n'avez pas un ministère de la planification, et maintenant, les seuls points sur lesquels vous pouvez vous appuyer à savoir les statistiques, elles sont fausses. Alors dites-moi comment vous allez régler cette crise-là. Restez avec nous, Brahim Messir. Zouemia Larbi. Larbi Zouemia. Oui. Alors, Larbi Zouemia, vous pensez que ce régime va pouvoir tenir jusqu'en 2019 parce que aujourd'hui, il y a une combinaison de deux gros facteurs. Il y a le facteur économique, donc cette crise qui déboule, qui dévale, qui arrive comme une lame de fond qui va toucher tout le monde, et qui va avoir des effets dévastateurs sur la société algérienne, qu'on se le dise. Et de l'autre côté, il y a au sein du régime un grand problème qui est celui de la succession à Bouteflika. Ils ne savent pas encore s'ils vont aller vers un 5e mandat ou prendre quelqu'un d'autre. Ils ne trouvent pas. Ils auraient bien voulu passer Chekib Khalil, ça ne passe pas. Ils sont en train d'imaginer d'autres scénarios. Mais vous pensez que sinon l'un dans l'autre, ils pourraient aller jusqu'à 2019? Sur le plan, je pense qu'il a assez d'épargne pour payer sa facture alimentaire, pour payer son importation, il me semble. Parce que tout simplement, si on recule un petit peu en arrière, on voit qu'il a dépensé presque 85 milliards depuis 2014. Ça sous-entend qu'il peut aller jusqu'à 2019-2020 avec ce qu'il a comme épargne, comme ce qu'il appelle lui les réserves de change. Ça, c'est ce qu'on appelle le secours du pays. C'est-à-dire... mais moi, je pense que le problème, c'est que
c'est qu'il y a une dynamique, c'est-à-dire comme s'il y a un problème un peu d'économie qui n'est pas productive. Il n'y a pas une économie productive qui génère une richesse au pays. Il n'y a pas aussi un plan d'embauche, un plan d'emploi pour les gens qui attendent, c'est-à-dire l'emploi. Il y a des problèmes sociaux liés au logement, liés à la santé, c'est ça ce qui va déclencher probablement une crise majeure en Algérie. Mais justement, Narbi Zouaimia, excusez-moi de vous interrompre. Justement, quand M. Tebboune arrive et nous redit ce que Sellal avait dit avant lui, ce que Yahya avait dit avant lui, ça veut dire c'est fini, le pétrole, c'est terminé, nous ne pouvons plus vivre du pétrole. Il faut passer à autre chose, il faut produire, il faut créer de la richesse, il faut développer notre agriculture, notre tourisme, notre industrie. Ils croient vraiment, ces gens-là, que ça se fait comme ça, du jour au lendemain, dans un pays où tout a été dévasté, où les grands équilibres ont été rompus, où les gens ont désappris le travail, où les entrepreneurs ne savent plus entreprendre, où les capitaines d'industrie ne sont généralement, pour la plupart d'entre eux, pardon pour les vrais, ne sont que des escrocs, hein, pour dire les choses. Vous pensez que ça va pouvoir se faire comme ça, du jour au lendemain, de créer la richesse à partir de rien? Écoutez, M. Benchenouf, ces gens-là ont ce qu'on appelle le langage des esclaves de la maison, ce qu'on appelle house slaves, parce qu'il y a un maître. Il y a un maître, il y a des esclaves à la maison qui a tour de rôle. Il y a quelqu'un qui habite le sous-sol, il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, à côté du maître, il y a quelqu'un, je ne sais pas. De toute manière, ils ont un langage. Ils ont un langage, c'est une complaisance, ils sont liés par un langage. Ça veut dire qu'il va parler du bien avec de Sellal, parce qu'ils sont liés par un langage tant que le maître est là et tant que ces gens-là qui sont partis peuvent aussi influencer ce qu'on appelle la marche politique ou les équilibres du pouvoir. Ça, c'est de la démagogie et du mensonge. Mais, c'est-à-dire, dans la réalité, il n'a pas les moyens. Non seulement il n'a pas les moyens, mais c'est lui qui a causé les problèmes. C'est lui qui a commis le cambriolage de la trésorerie. Pourquoi? C'est-à-dire c'est un voleur qui crie au vol. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui sont tous les coupables, ils s'adressent à la société, aux gens qui leur disent non, c'est fini le pétrole. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est nous qui ont fait cette politique, c'est nous qui ont élaboré tout ça. Donc c'est une démagogie de circonstances, c'est une démagogie de circonstances, en l'absence, non seulement en l'absence, mais tout simplement pour qu'ils se maintiennent encore dans ce pouvoir et pour qu'ils se maintiennent c'est-à-dire pour qu'ils se maintiennent, et parfois ils font des diversions à l'image du ministre de l'Intérieur. C'est comme si c'est la société qui est coupable, c'est-à-dire jeter un petit peu des accusations envers la société comme si c'est elle qui a fait ses choix économiques. Moi je considère qu'ils n'ont aucun moyen maintenant. Nous sommes mis dans une situation vraiment calamiteuse, catastrophique, abracadabrante. Ça, c'est la réalité. Les mécanismes pour redresser la situation n'ont jamais été abordés. Ici, on aborde ces questions-là, ce n'est pas avec ces gens-là coupables qui ont commis encore, et je répète, le grand cambriolage que l'Algérie n'a jamais connu. Voilà. Restez avec nous, Narbi Zouaimia. Nous venons d'être rejoints par Azdine Zalani. Il semble que vous ayez été retardé. Problème de circulation, métro. Marhaba bek si Zalani. Merci. Alors, pourquoi ce régime ne parvient-il pas à prendre des mesures pour le moins qui s'imposent? Par exemple, je m'explique. C'est-à-dire, au lieu de faire ce toilettage cosmétique du changement de gouvernement superficiel, remplaçant les uns par les uns, pourquoi ne comprend-il pas qu'il est arrivé en fin de ressources, qu'il n'est plus possible de mentir aux Algériens, qu'il va bientôt devoir leur demander de serrer la ceinture, de payer leur essence 10 fois plus cher qu'ils ne le payent aujourd'hui, leurs produits de première nécessité qui ne seront plus soutenus, le chômage qui va s'accentuer, l'emploi qui ne va pas être possible de créer, le marché qui va se vider, les importateurs qui ne vont plus pouvoir importer. Donc, pourquoi, au lieu d'aller vers une vraie étape de transition, d'associer un maximum d'Algériens dans le sauvetage de l'Algérie,
pour éviter un vrai naufrage. Pourquoi continue-t-il dans cette fuite en avant, dans ces toiletages qui ne veulent rien dire? Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les choses sont tellement évidentes. Et quand l'évidence est là, il n'y a vraiment pratiquement pas besoin de preuves. Comment ce régime, qui a eu pratiquement 20 ans d'une grande bahbouha financière, 900 milliards dépensés, qui correspond pratiquement, selon certains, à environ 80% de ce qu'a reçu l'Algérie depuis l'indépendance. Exact. Non seulement n'ont pas réussi à créer ou à installer un tissu industriel, économique, agricole et autres, mais au contraire, ils ont plongé le pays dans une situation dramatique, point de vue financier et point de vue à tous les niveaux. Force est de reconnaître et d'admettre, comme je l'ai toujours dit, que cette politique est volontaire. Ce n'est pas une politique volontariste, ce n'est pas des erreurs, c'est une politique volontaire. Délibérée. Dans l'objectif... Prémédité, je le dis. Prémédité. Dans l'objectif est non seulement de détruire ce qui est resté de l'Algérie après la guerre des 10 ans entre Algériens, mais aussi, bien entendu, de se maintenir au pouvoir, quel que soit le prix, non seulement le prix payé par l'Algérie, mais aussi le prix octroyé et donné aux différentes puissances étrangères. Et cette question-là est une question qui peut amener à juger ces responsables pour forfaiture, pour le crime de forfaiture. Quant à dire, pourquoi ne pas compter s'il y a des Algériens? Comment un régime, un président, qui ne peut avoir confiance que dans des liens filiaux, familiaux, fraternels, et qui ne peut pas s'entourer, ne serait-ce d'un cuisinier algérien, pour manque de confiance, peut-il faire confiance à l'ensemble des cadres, à l'ensemble des citoyens algériens qui, selon lui accordent totalement leur confiance? Mais Bouteflika, il y a une formule qui s'applique à lui, je crois, en arabiya, بالعربية. رفع عنه القلم. Je crois qu'on ne le dira jamais assez. Bouteflika aujourd'hui n'est plus jugeable. Il n'est plus justifiable. Il sera toujours condamnable par l'histoire. Pire que tout. Il est l'otage d'une clique qui règne en son nom. Et lui n'en sait rien. Pourquoi les Algériens, et surtout les intellectuels, les analystes politiques, les politiciens, les gens qui sont dedans, refusent-ils de voir que M. Bouteflika n'est plus là? Il n'est plus là, tout simplement. Je ne vais pas aller dans votre sens, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Je vais vous citer une anecdote que je n'ai jamais dit. Elle date de 2002-2003. À l'époque, M. Benflis était chef du gouvernement. J'ai été reçu par lui au palais du gouvernement et je l'ai trouvé dans un état terrible. Non seulement il venait perdre sa mère. Quelle année? En 2002-2003. Il venait de perdre sa maman, qui était très proche de lui puisqu'il n'avait pas de père depuis la guerre d'Algérie. Et il était très attristé. Et nous étions tous les deux attristés parce que moi-même, je venais de perdre ma mère. Et ce n'était pas donc le moment de dire n'importe quoi. On était très tristes. Et il s'est plaint. Et il a ouvert son cœur. Je le dis maintenant parce que ce n'est pas une confidence personnelle. C'est une confidence institutionnelle, puisqu'on parle maintenant de Saïd Bouteflika. Il m'a dit, et si Benflis est toujours vivant, allez, je ne peux pas travailler. Saïd vient dans mon bureau et utilise la ligne de souveraineté pour appeler les ministres. Ma ligne de souveraineté, sans mon autorisation, dans mon propre bureau de chef du gouvernement et sans mon accord. Et cela, c'était en 2000 déjà, en 2002. Et il se plaignait de ce comportement. Ben Bitour s'est plaint aussi des comportements de Saïd Bouteflika. Il a été mis à la porte.
Saïd Bouteflika a été préparé à ses fonctions, à ses missions, depuis le début. Oui. Je ne sais pas si c'est votre conviction aussi. C'est ma conviction. Alors, c'est depuis le début que Saïd Bouteflika a été préparé pour plus tard. Oui. Et on l'a initié petit à petit. Mais on n'avait pas prévu cette AVC, ou plutôt ces deux AVC, qui allaient réduire le président Bouteflika à l'état de légume. Oui, mais s'il n'était pas à l'état de légume, il aurait préparé sa propre succession d'une manière... D'accord, on est d'accord. Mais voilà. est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Bouteflika aujourd'hui est dans l'incapacité la plus totale? Bien, s'il est dans l'incapacité... Sinon il serait exprimé. Sinon, il serait exprimé. Voilà, attendez, c'est la moindre des choses. Je pense qu'il est dans l'incapacité. Ouais. J'ai déjà parlé plusieurs fois, y compris sur votre antenne, et plusieurs fois, en interpellant M. Medelsi pour faire en sorte que ce chef de l'État, qui est dans une incapacité de gouverner, pour qu'il puisse donc quitter ces fonctions et laisser les Algériens élire au moins un autre chef d'État pour pouvoir ressembler au moins à un État comme un autre. Au lieu de se retrouver maintenant dans une situation où un conseiller à la présidence, parce que c'est le titre de ces Saïd, oui, oui. Un conseiller à la présidence qui a pratiquement, bien sûr, le droit de s'occuper d'un malade, en l'occurrence son frère, de sa famille, mais il n'a pas le droit de s'occuper des fonctions de son frère. Mais lui ne le dit pas. Hein. Lui, il Tout dit, le monde le sait. lui, il dit, c'est mon frère qui dirige, c'est mon frère qui décide, c'est mon frère qui donne les ordres, qui nomme, qui C'est une dégomme. forfaiture. Ouais. C'est une forfaiture. Ces déclarations sont une forfaiture au sens pénal du terme. Et s'il y avait un état de droit, parce que tout le monde sait, et c'est une évidence, et l'évidence n'a pas besoin de preuves, que c'est Saïd Bouteflika qui décide et qui parle Au nom de son frère. au nom de son frère. Et il n'a pas de mandat, ni constitutionnel, ni juridique, ni quoi que ce soit, pour... Et comment expliquez-vous que tout le monde se taise? Bon, tout le monde sait. Il y a M. Hollande qui s'est lui-même déplacé en Algérie et qui a pris le risque de nous dire en direct devant un parterre de journalistes: j'ai rencontré M. Abdelaziz Bouteflika et nous avons parlé pendant 2 heures de sujets très complexes. Et je n'ai jamais vu un chef d'État d'une aussi grande alacrité, qui maîtrise non seulement les sujets algériens, mais les sujets du monde entier. Ça veut dire, François Hollande a pris un gros risque en nous mentant de cette façon. Ça veut dire pour vous dire que le complot est autrement plus vaste. Mais ce que nous ne comprenons pas, pourquoi tous les journalistes font comme si le président Bouteflika régnait. Pourquoi tous les politiciens? Pourquoi toute l'opposition? Tout le monde dit Bouteflika a nommé, Bouteflika a dit ceci, Bouteflika a écrit une lettre. Parce que shraouhum ou la khawfouhum, les khaïf, celui qui a peur, parce que c'est un régime de terreur, ou bien celui qui a été, c'est plus souvent le cas, celui qui a été acheté par des intérêts. Regardez la presse. On nous reproche de parler dans Al-Magharibiya, qui est islamiste. Nous qui ne sommes pas des islamistes, nous nous abritons chez Al-Magharibiya, que nous remercions, parce que nous n'avons pas d'accès à aucun journal, y compris soi-disant de l'opposition, ni écrit, ni télévisé, ni rien du tout. Est-ce que Montassar Betron est avec nous? Montassar Betron, nous n'avons pas pu le joindre malheureusement. Monsieur Borhan Messir, vous êtes avec nous? Oui, je suis là, monsieur. Borhan Messir. Alors, Borhan Messir, puisque nous sommes dans cette histoire de Saïd Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, et que c'est un gros problème. Or, il a été tellement banalisé que tout le monde s'est imprégné de l'idée que finalement, non, c'est Abdelaziz Bouteflika qui gouverne, que son frère n'est là que pour le soutenir sur le plan de la santé, pour le conseiller, mais que jamais de la vie, c'est lui qui dirige en ses noms et lieux. Votre avis sur la question, Borhan Messir? Et
justement, tout à l'heure, j'avais commencé par énumérer quand même les possibilités pour résoudre cette crise-là. Et je trouve que ce doute-là dont vous venez de parler est un des éléments qui aggrave encore la chose. Là encore, que ce soit Bouteflika qui dirige, que ce soit son frère, c'est vrai que réglementairement, constitutionnellement, la personne qui a été élue, c'est le président Bouteflika. Maintenant, celui qui est en train de diriger. Et c'est vrai que les gens maintenant, le monsieur avait dit que c'était une évidence. Maintenant, est-ce que sur le terrain, on peut prouver ça avec du papier, avec des trucs? Parce que même si on prouve ça, vous allez déposer ou vous allez vous plaindre à quelle juridiction? Le vrai problème, c'est que pour commencer à régler cette crise, et encore, s'il y a une bonne volonté de régler cette crise, ce qui ne semble pas être le cas, parce qu'il y a énormément d'opportunités qui sont passées et nous n'avons pas su les saisir. Maintenant, s'il y a une bonne volonté pour régler cette situation-là, il faut qu'il y ait cette confiance entre la société civile, entre la population et ce pouvoir. Je vais vous citer deux exemples. Au-delà du fait de rentrer dans les noms de ce qui dirige, parce que maintenant, c'est plus depuis un bon nombre d'années maintenant qui dirige, qui est le cabinet noir, rose, vert, etc. Prenons le cas de cette période-là, cette période estivale, le début de la période estivale. Il y a deux éléments très importants, parce qu'on nous dit que les ressources financières sont amenuisées par rapport à la baisse des prix du pétrole. D'accord. Il y a une solution, il y a plus ou moins deux solutions palliatives. Vous avez et le secteur de l'agriculture et le secteur du tourisme. Prenons le cas du secteur du tourisme. Nous sommes en pleine période estivale et nous n'avons toujours pas de ministre du tourisme. Tout à l'heure, vous avez parlé du renforcement de la politique extérieure. Parmi les points qui sont inscrits au plan d'action du gouvernement, vous avez parlé du renforcement de la politique économique extérieure du pays. Vous avez un tourisme là qui n'a même pas de ministre. D'autres choses, l'agriculture. Je vous assure, j'avais fait un saut ces derniers jours, durant le mois de Ramadan, au niveau de certains marchés, en gros, à Alger. Vous savez qu'on ramène de la pastèque de Mnia de Rebdaya. Des milliers de kilos, un millier, je ne sais pas combien de kilomètres entre Rebdaya, avec des semi-remorques. Et la pastèque au niveau du marché, en gros, elle n'arrivait même pas à s'écouler à 10 dinars le kilo. La tomate, elle était à 5 dinars le kilo. Où est le rôle régulateur, le rôle qui est le rôle de l'État qui est essentiellement un rôle de régulation? Là, les producteurs de ce secteur-là, que ce soit la pastèque, que ce soit la tomate, que ce soit la pomme de terre, ils ne vont pas refaire le coup l'année prochaine. Et l'année prochaine, nous aurons des pastèques à 200 dinars le kilo, la tomate à 300 dinars le kilo. Je dis et je le redis, au-delà des noms, s'il y a une bonne volonté pour régler cette situation en s'appuyant sur la véritable ressource humaine, parce que les gens tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un sentiment de peur, mais la véritable ressource humaine, l'intelligentsia a été chassée, il n'y a plus personne. Quand vous chassez, dans un match de football, vous avez une équipe qui ne gagne pas, vous êtes forcément obligé de la changer, mais la changer avec une équipe qui plus ou moins peut apporter un plus. Ce n'est pas le cas maintenant, on n'a pas le choix, on n'a plus le choix. Les gens sont partis à l'extérieur, ils ont été chassés, d'autres ils ont été chassés à l'intérieur. Et en plus, en l'absence d'une volonté politique, en l'absence d'un état des lieux très clair au-delà du flot qui dirige, qui fait quoi, il y a toute une série de programmes, de problèmes. Et on est bien parti, non pas pour 2017, non pas pour 2019. Maintenant, il faut voir loin par rapport à la nouvelle génération qui arrive, les 2-3 générations. Un pays qui n'arrive même pas à gérer un examen du baccalauréat, excusez-moi, ça m'étonnerait fort qu'il puisse régler une crise économique ou financière d'une telle ampleur. Restez avec nous, Madame Monsieur Zouaimia, l'Arbi est avec nous. L'Arbi Zouaimia. Arbi Zouaimia? Oui, je vous entends. Alors, la situation. Un Parlement élu à moins de 15%. Une fraude jamais vue lors d'un boycott, jamais observé depuis l'indépendance du pays. Et pourtant, ils font comme si de rien n'était. Ils parlent aux représentants du peuple. Un président légume qui ne s'adresse plus à la nation, au nom duquel règnent des gens dont nous ne savons même pas l'identité, nous ne savons même pas qui est autour de Saïd Bouteflika, le plus apparent de tous. Des partis politiques qui sont presque tous à la mangeoire. Des grands serviteurs de l'État, Zama, ministres et autres, qui pillent la République. Comment dirais-je, un état d'esprit général de gens qui sont là à saigner l'économie nationale. Chacun fait comme il peut pour arracher le lambeau qu'il peut. Et dans tout ça, plus d'argent. Nous sommes en fin de ressources. Le régime n'a plus la capacité de pouvoir alimenter la machine à anesthésier. Très simplement, qu'est-ce qui va se passer, l'Arbi Zouaimia? Vous avez fait une description d'une maladie en phase terminale, donc terminally ill.
donc une phase terminale. Moi, j'allais vous dire quelque chose tout à l'heure, tout simplement, lorsque vous avez parlé de qui dirige son frère. Il s'agit d'une arrière-boutique. De là, c'est à partir de laquelle sortent des recettes, mais je ne sais pas qui est à l'arrière-boutique, lui et son frère certainement. Mais j'allais vous dire, juste vous rappeler quelque chose lors du Conseil des ministres. Le regard des ministres par rapport à Bouteflika, le regard, c'est comment qu'ils le surveillent, c'est presque, c'est justement ce qu'on appelle les esclaves de la maison. Les esclaves de la maison, parce qu'il y a des esclaves de la plantation aussi. À un moment donné, on devient esclave de la maison lorsqu'on sert le maître comme il veut être servi. On dépend de lui. C'est lui qui a le droit de vie ou de mort. Si vous voyez tous ces gens-là, ces acteurs-là, qui sont vraiment en position vraiment de soumission qui est parfois unique. Maintenant, les capacités du pays, bon, sur le plan financier, je vous ai dit qu'on peut importer encore pour 2 ans, 3 ans, peut-être 28 mois, 30 mois. Ça, c'est l'importation. Si à jamais les chiffres des réserves de change sont réels. Parce que tout simplement, c'est des réserves de change dont exactement on ne sait pas dans quelle banque se trouvent. Est-ce que ces réserves de change, il n'y a pas d'intérêt qui n'a jamais été évoqué. On a parlé à un moment donné en 2007 d'intérêts qui ont été générés par les réserves de change. Je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient. Est-ce qu'ils sont dans la Banque centrale européenne? Est-ce qu'ils sont en France? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont en Algérie? Est-ce qu'ils ont rapatrié ces réserves de change? Justement, on n'a jamais évoqué les intérêts de ces réserves de change. Même la situation, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'actuariat, l'arithmétique. L'arithmétique du gouvernement, c'est une arithmétique vraiment de contre-vérité, fallacieuse. Elle n'est pas transparente et moi j'ai des doutes à ce que nous avons réellement quelques 108 milliards de dollars. Moi j'estime que plus bas. Maintenant, beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes en Algérie. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a genre de silence, à peu près d'un calme qui annonce quelque chose de grave. Nous souhaitons tout simplement que la rue ne règle pas le problème. Parce que si à jamais la rue réglera le problème, ça sera très difficile. Il y a beaucoup d'acteurs et il y a une minorité de rentiers et de corrompus qui ont vraiment beaucoup de moyens, ils ont beaucoup d'argent, c'est tout l'argent qui a été dilapidé qui est chez eux, donc ils peuvent manipuler, ils peuvent encore compliquer la situation. Ce que je souhaite, on a espéré à ce que les partis font un consensus un petit peu pour pousser encore à beaucoup plus de cohésion et justement on s'est attendu à ce que cette coalition de partis un petit peu s'ouvre sur la population en vue de peser un petit peu pour un changement. Restez avec nous, l'Arabie Zouemia. Zalani Azdin. Sellal est venu, il a fait le comique, il a tourné en rond pendant des années, plusieurs gouvernances. Puis les partis, sans même rendre compte. C'est normal, ça? Oui, justement, c'est ce que j'allais vous dire, vous venez de le dire. Sans même rendre compte, pendant plusieurs années, il a joué au pitre. Ce n'est pas un pitre. Il a insulté une partie des Algériens. Chaouia Haja Raskarbi. Chaouia Haja Raskarbi, Chaouia Taho fait Tabsim Mqarout, qui n'était pas une erreur. L'objectif était de mettre, soi-disant, les Constantinois contre les Sud-Constantinois. L'objectif, c'est de mettre les Algériens les uns contre les autres. L'Est algérien. Heureusement qu'il y a eu de l'Est jusqu'à l'Ouest du pays un élan de solidarité vis-à-vis des Chaouis ou des Horaciens. Et il faut lui rappeler à ce monsieur Sellal, et je n'ai pas envie de rentrer dans ces considérations familiales, y compris en France, et que les Aurès, c'est le pays non seulement de Jugurtha, mais de Ben Boulaïd et des autres. Et avant de parler des Aurès, je vous donne une anecdote. Comme en Algérie, la justice est ce qu'elle est, j'allais moi-même, personnellement, le poursuivre ici, en France, pour diffamation. Et j'ai été... Pourquoi diffamation? C'est une injure, c'est pas une diffamation. C'est la diffamation. Ouais. Et j'ai été retenu
par un ami commun, en l'occurrence M. Hadjar Abdelkader, qui m'a dit c'est Zalani بالعقل شوية وراه غلط ولكن هو اعترف il a reconnu son erreur et tout cela et il a intercédé parce qu'ils étaient très amis et je le voyais souvent ici à Paris, c'est Abdelkader pour me dire attends un peu etc. et tout. J'aurais dû le poursuivre ne serait-ce que par presse. Et sinon par rapport à ce qu'il a commis, ça veut dire qu'il a contribué avec les autres à mener ce pays à la ruine. Il s'est lui-même et sa famille considérablement enrichis sur le dos du pays. Il a gaspillé, il a mené des secteurs entiers à la dévastation, notamment celui de l'industrie, celui du commerce, mais il s'en va sans rendre compte. Sous les ordres de ses maîtres, de ceux qui l'ont amené, malgré sa responsabilité personnelle, bien entendu, qui ne peut pas être oubliée ou mise à côté, mais il y a ces chefs, ceux qui l'ont amené et ceux qui lui dictaient par derrière les rideaux ce qu'il doit faire. Il y a un autre cas, si vous permettez, très récent. Mais très vite, parce que nous sommes... très rapidement, ce concernant le bac. Il y a 20 ans, il y a eu une fuite du bac et le ministre de l'époque, Ben Mohamed, avait démissionné. Oui. Avait démissionné, oui. Tout simplement. On ne l'a pas poussé à la démission. Il a démissionné. Je me demande comment cette ministre, qui est obligée d'appeler, malgré la loi, l'armée à intervenir dans le processus éducatif vis-à-vis des enfants. Comment mettre des militaires face à des enfants? Pour surveiller le bac? Pour surveiller le bac. Par l'armée? Par l'armée. Sans compter le fait que les Algériens ont été privés de communication. Oui, l'Internet et a été... sans compter le fait, c'est qu'une deuxième session a été annoncée sans qu'elle soit au courant et qu'elle se maintient encore à ce poste. Et elle a montré son mécontentement. Elle a refusé d'applaudir le Premier ministre, elle a refusé de se lever. Et après, quand tu lui as demandé, vous allez démissionner, il a dit non, je ne démissionnerai pas. Selon mes sources, oui. Les choses sont pas très bien entre les deux. Mais on a voulu l'humilier, sinon on l'aurait au moins informé. On a voulu l'humilier. Alors qui c'est qui la maintient encore? Ben, je ne sais pas. Il paraît qu'il y a des forces contraires. Merci en tout cas, Azzine Zalani. Merci Borhan Messir. Merci l'Arabie Zoémia. Dommage pour Montassar Robatron qu'on n'a pas pu y joindre. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bqaw ala khair, b'slama.